Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans votre journal. Le président Alassane Ouattara a reçu hier les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ce sont les ambassadeurs désignés d'Espagne, de Suisse, du Kenya, de la Jordanie et de l'Irlande. Et tous entendent œuvrer sans relâche au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Pendant ce temps, le Premier ministre et la ministre de la Solidarité étaient dans la région de la Nawa pour essuyer les larmes des parents des 3 scouts décédés par noyade lors d'une excursion le 20 août dernier. Au nom du gouvernement, Robert Mambébegré a fait un don de 5 millions de francs CFA aux parents des disparus. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel reprend du service ce 12 septembre. Le président de l'institution, Eugène Akawele, a ouvert la seconde session ordinaire de l'année 2024 en présence d'Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, représentant le chef de l'État et de plusieurs membres du gouvernement. Tout de suite au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a reçu hier les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les nouveaux ambassadeurs d'Espagne, de Suisse, du Kenya, de la Jordanie et de l'Irlande affirment leur volonté de travailler au renforcement de la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Témoignage Alexis Ouedraogo. J'ai l'honneur de vous présenter. Ils sont 5 nouveaux ambassadeurs à avoir présenté ce mercredi au palais présidentiel leur lettre de créance au chef de l'État Alassane Ouattara. Guillermo Marin Gorbea est le nouvel ambassadeur d'Espagne. Les relations entre la Côte d'Ivoire et son pays sont marquées par une coopération dynamique et fructueuse. Pour moi, c'est un honneur d'être nommé ambassadeur et commencer mes fonctions ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'Afrique où il y a le plus grand nombre d'étudiants d'espagnol. On a de la collaboration dans le domaine politique, de consultation, on a beaucoup de convergences dans tous les domaines de l'actualité internationale. On se soutient aux Nations Unies, dans d'autres forums. Alors on est des pays très très amis en ce sens. Et puis dans le reste des domaines, dans le domaine économique, on fait déjà beaucoup de choses. Il y a des entreprises espagnoles, on a une collaboration financière importante. En 2022, les échanges commerciaux avec l'Espagne étaient estimés à plus de 450 milliards de francs CFA. Avant de rejoindre la Côte d'Ivoire, Dominique Favre, nouvel émissaire de la Suisse, a été le directeur exécutif de la Banque mondiale à Washington. La Suisse partage avec la Côte d'Ivoire une longue et riche coopération. Une trentaine d'entreprises suisses installées en Côte d'Ivoire exercent dans plusieurs secteurs, dont la filière du cacao. La Suisse est un grand investisseur et aussi un grand marché pour la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi parlé de la recherche scientifique, mais aussi de football et de chocolat. Et nous avons notamment abordé le sujet de l'importance de pays comme la Côte d'Ivoire et de personnalités comme le président pour continuer à bâtir des ponts, pas seulement au-dessus des lagunes de si beaux ponts, mais aussi entre les différentes parties de ce monde, dans un monde qui devient de plus en plus fragmenté. Et je lui ai signifié tout notre soutien et notre engagement à ses côtés pour tout effort qu'il ferait dans ce domaine. Avec une coopération au beau fixe entre Abidjan et Nairobi, professeur Langa Andrew Christopher, le tout premier ambassadeur du Kenya en Côte d'Ivoire, veut travailler à des échanges plus poussés entre populations. Je suis le tout premier ambassadeur de la République du Kenya en service en Côte d'Ivoire. Et cette nomination me fait énormément plaisir dans la mesure où cela aidera à renforcer davantage la coopération existante déjà entre la Côte d'Ivoire et le Kenya. Ces relations seront plus renforcées vu que déjà il existe des compagnies aériennes, en l'occurrence Kenya Airways, qui fait la desserte entre la Côte d'Ivoire, Abidjan et Nairobi. Nous comptons renforcer cet acte-là. Aussi, vu que nos deux chefs d'État sont amis, nous allons pousser davantage dans le sens de renforcer notre coopération dans le domaine du commerce et du tourisme. Le Kenya est l'un des grands consommateurs du cacao ivoirien et nous allons continuer à travailler dans ce sens.
Une vision que partage Joumana Soulmin Ali, figure emblématique des médias jordaniens puis ministre d'État aux affaires médiatiques. Elle est le nouveau visage de la diplomatie jordanienne en Côte d'Ivoire. J'ai été honoré aujourd'hui de me présenter à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et je lui ai transmis les hommages de son frère et ami, Son Altesse le roi Abdallah de Jordanie, qui a donc réitéré sa volonté de renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et la Jordanie. Et il m'a également recommandé d'œuvrer, n'est-ce pas, à renforcer la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines. Le nouvel ambassadeur de l'Irlande dans le pays, Peter Ryan, partage lui son enthousiasme pour son mandat. Ma mission est de continuer à soutenir les relations économiques et culturelles existantes entre la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que nous avons les mêmes couleurs sur notre drapeau. Cela est un signe du destin. Orange, blanc, vert pour la Côte d'Ivoire, vert, blanc, orange pour l'Irlande. Nous sommes donc des amis, des frères. Je suis reconnaissant de tous ceux qui ont tracé les sillons de cette coopération avant mon arrivée. Je pense que je vais continuer dans la même ligne à renforcer davantage ce qui existe, notamment dans le domaine de l'éducation, de la culture, du sport et bien d'autres domaines. Nous comptons bientôt voir plusieurs drapeaux ivoiriens en Irlande et nous aussi, nous espérons avoir plus de drapeaux irlandais en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire exporte vers l'Irlande du caoutchouc, du pétrole brut, du bois transformé et on reçoit des produits laitiers, huiles essentielles et autres machines automatiques ainsi que des produits pétroliers. Un reportage d'Alexis Ouedraogo, Begré Jérôme et Jamasso. Souvenez-vous, 3 scouts sont décédés par noyade dans la région de la Nawa lors d'une excursion le 20 août dernier. Hier, le Premier ministre s'est rendu sur place dans la Nawa donc pour soutenir les parents des victimes, leur apportant la compassion du gouvernement. Franck Quadio, reportage. Ce mercredi soir, il règne comme une heure de tristesse sur le temple méthodiste Galilée du plateau d'Okui. Tano Jean, Nandui Akré, Dro Betuel, en mémoire de ces 3 jeunes scouts morts par noyade dans les eaux de la Nawa lors d'une excursion, une messe de compassion. Fidèles mais aussi parents de disparus sont exhortés par le révérend docteur René Dia à examiner leur vie afin d'être aptes au festin céleste avec le Seigneur au dernier jour. L'adresse du révérend Benjamin Boni, président de la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire, est plutôt un encouragement aux proches à demeurer unis et affermis malgré l'affliction. 3 jeunes pleins de vie et œuvrant de façon bénévole au sein du district d'Abobo. Le gouvernement, dont la délégation est conduite par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, est aussi aux côtés de la grande famille méthodiste, mais aussi des disparus, et l'exprime par la voix de la ministre de la Solidarité. Perdre un enfant est toujours difficile. Elle est même insurmontable. Mais comme nous avons foi en Dieu et que Dieu reste notre pilier, nous sommes venus vous dire Yanko. Un don de 5 millions de francs CFA, dont 3 remis aux familles des disparus. Des familles reconnaissantes. Très difficile à chaque parent d'accepter cette nouvelle. Mais Jésus-Christ qui est souverain, le consolateur, a permis à chaque famille d'accepter cette nouvelle douloureuse. Disparus dans les eaux de la Nawa à Soubré, rappelons que les dépouilles des victimes ont déjà été inhumées par les parents. Vous l'avez compris, le Premier ministre Robert Mambé-Begré s'est donc rendu au temple méthodiste pour exprimer la compassion du gouvernement. C'était donc ici à Abidjan. Après quelques mois de repos, le Conseil économique, social, environnemental et culturel reprend du service ce jeudi. Le président de l'institution, Eugène Akawele, a ouvert la seconde session ordinaire de l'année 2024 en présence d'Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, représentant le chef de l'État, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Session au cours de laquelle les conseillers pourront ouvrir les débats sur des sujets majeurs comme la contribution des acteurs non étatiques à la lutte contre les changements climatiques et le développement du marché du vivrier. Je vous propose d'écouter le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Mesdames et messieurs, au cours de cette nouvelle session,
tout en nous inscrivant dans le thème de notre mandature, développement de l'économie sociale et solidaire, par déclinaison du programme du gouvernement, la Côte d'Ivoire solidaire, le CESEG exécutera un ensemble d'activités conformément à ses prérogatives, tout en ayant à cœur d'être toujours ce précieux lieu du Haut Conseil de l'exécutif et du législatif. La deuxième session ordinaire nous offre donc l'opportunité, d'une part, de poursuivre l'examen de l'un des thèmes inscrits au programme de la première session et d'aborder l'examen des nouvelles thématiques retenues par des commissions permanentes. Les thèmes choisis s'articulent autour des questions relatives à la lutte contre les changements climatiques, à la lutte contre la vie chère et au renforcement de la décentralisation, préoccupations qui seront au cœur de nos réflexions. En effet, ces thèmes renferment des intérêts qui nous interpellent et pour lesquels nous nous devons d'apporter une contribution dans le cadre de l'élaboration de la politique gouvernementale en nos qualités de sentinelles vigilantes de l'équilibre socio-économique de notre nation. C'est parti pour l'opération Anouanzé. Cette deuxième édition a été lancée par les Marines et les gardes-côtes de la zone maritime F. L'initiative conjointe a pour objet de renforcer la lutte contre la piraterie, la pêche non réglementée et le trafic de drogue. Ces activités illicites qui ont lieu en mer. Walter Amadou Ouattara, reportage. La zone maritime F prend en compte la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Pour renforcer la lutte contre les activités illicites en mer relativement à la pêche non déclarée, à la piraterie maritime, le trafic de drogue et autres activités non réglementées, une opération conjointe est organisée sous le vocal Anouanzé. Je viens de rappeler que la première édition de la patrouille conjointe Anouanzé s'est déroulée du 23 au 26 août 2021. À la frontière ivoiro-ghanéenne. Cette opération avait bénéficié d'un soutien logistique de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La cérémonie d'escale au port de Monrovia est présidée par le sous-chef d'état-major des forces armées libériennes en présence du directeur du CRESMAO, Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, du directeur du CMMC, Centre maritime multinational de coordination, et des différents chefs des opérations des marines des pays participants. C'est une collaboration qui nous permet de mieux sécuriser nos eaux territoriales et notamment renforcer la cohésion régionale des pays côtiers du golfe de Guinée. Cette deuxième édition est conduite par le vice-amiral Nguessan Kwame Célestin, chef d'état-major de la marine ivoirienne et ses homologues de la zone F. Sous le commandement opérationnel du général de corps d'armée, Lassine Doumia, chef d'état-major des armées, la mission est exécutée par une équipe, à sa tête le capitaine de corvette Fofana Siriki. Comme moyen essentiel utilisé pour la réussir, le patrouilleur de haute mer contre-amiral Fadika. L'exercice auquel vous venez de participer est un exercice de force d'évacuation. C'est un exercice fréquemment déroulé à l'appareillage des navires qui permet à l'équipage de savoir toutes les dispositions à prendre en cas d'évacuation du navire. Anouanzé 2 aura permis de tester l'interopérabilité des moyens et procédures entre marines et gardes-côtes des pays participants. 4 jours et 3 nuits constituent la durée de cette opération qui a au compteur 2366 km de distance parcourue. Les marines et les gardes-côtes de la zone maritime F ont donc lancé cette opération Anouanzé 2. La MUSCOPSI, c'est la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Les instances viennent d'y être renouvelées. Les délégués viennent d'être élus lors d'un scrutin numérique pour un mandat de 3 ans. Ils éliront à leur tour les membres du conseil d'administration. D'autres précisions avec Eugène Atoubé. Plusieurs heures d'anxiété et d'angoisse à attendre les résultats du scrutin à haut suspense. Au bout de cette longue attente, la délivrance.
instant qui donne mandat aux 60 délégués élus de la MUSCOPSI, mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, d'élire à leur tour les 12 membres du conseil d'administration de cette mutuelle à la prochaine Assemblée générale. C'était un scrutin totalement digital. Il a concerné 1 millier de personnes. Je voudrais donc féliciter toutes les listes qui ont été élues et dire que nous sommes ensemble, nous constituons un corps et c'est le vœu que chacun de nous a exprimé. Il n'y a pas de vaincu, mais tout le corps préfectoral gagne. Nous avions 6 zones pratiquement, les 4 zones Est, Ouest, Nord, Sud, et ensuite 2 circonscriptions uniques qui concernaient les retraités et les membres du corps préfectoral en service en administration centrale. 60 sièges étaient à pourvoir. Chaque grade, chaque niveau de responsabilité a un nombre défini de délégués. 70%, c'est le taux de participation à la première phase de cette élection des délégués dont le mandat va durer 3 ans. L'élection des 12 membres du conseil d'administration et celle des membres du comité de contrôle constitue la deuxième phase, le renouvellement des instances de la MUSCOPSI. Cette mutuelle regroupe l'ensemble des sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, préfets de département et préfets de région. On met à présent le cap sur Bouaké, dans le Béquet, où vient de se tenir un atelier de réflexion sur les mesures réglementaires quant à la gestion durable des huiles usagées. Les responsables de la direction des déchets et substances chimiques qui ont sensibilisé les acteurs de la filière au respect de ces mesures. Compte rendu, Charles Tatou, RTI Bouaké. Très utile dans la vie quotidienne parce qu'utilisée pour le transport et l'industrie. Les huiles de moteur sont aussi dangereuses pour la santé et l'environnement, surtout au cours de leur utilisation du fait de la perte de leur propriété initiale et d'une panoplie de polluants dangereux qu'elles renferment par la suite. Les polluants les plus dangereux sont les hydrocarbures et les métaux lourds. Malgré l'existence d'un cadre réglementaire pour la gestion durable des huiles usagées, les acteurs de la filière sont encore irrespectueux, ignorant les mesures prises. Nous sommes dans la phase de sensibilisation des uns et des autres parce que les sanctions peuvent aller dans les milliards de francs CFA. Donc nous, présentement, le ministère essaie de sensibiliser, d'amener tout le monde à connaître ce cadre-là et après va suivre les répressions. Les responsables de la direction des déchets industriels et substances chimiques sont donc à Bouaké pour informer et sensibiliser à travers un atelier. Les participants apprécient l'initiative. Nous avons un système de gestion traditionnel et quelques activités que nous menons avec le SIAPOL. Mais avec aujourd'hui cet atelier, on vient nous ouvrir davantage les yeux sur déjà la gestion et le suivi de ces huiles que nous donnons à ceux qui viennent les collecter. Après donc l'information, la sensibilisation, nous allons donc aider, n'est-ce pas, à la répression, n'est-ce pas, de tous ceux qui vont se mettre au travers, n'est-ce pas, des dispositions qui auront été prises. À l'ouverture des travaux de l'atelier, le secrétaire général de la préfecture de région de Béquet, Vanier Jean-François, a exhorté les participants à une connaissance approfondie sur les mesures réglementaires de la gestion durable des huiles usagées. On rentre à Abidjan, direction le marché Cocovico de Cocody, où les commerçantes viennent de bénéficier d'une microfinance, ce qui devrait accélérer leur autonomisation à travers l'accès au financement. On en sait plus avec Astou Touré, Alassane Samassi et Maxwell Lozo. Irielou Noël est commerçante au marché Cocovico de Cocody. Mère de 3 enfants, après l'école, face aux difficultés de la vie, elle a décidé de se battre pour réussir. J'étais à l'école et l'école ne marchait pas. Et c'est ainsi que ma mère m'a dit non. Il y a un marché qui est ouvert à Cocovico, à Angré. Viens t'installer comme j'ai une table. J'ai dit bon, ok, d'accord.
Jusqu'à aujourd'hui, ça va un peu. Les commerçantes du marché Cocovico n'ont plus besoin de se tracasser pour l'octroi d'un prêt. Une microfinance est installée au bénéfice des commerçants et commerçantes du marché, fruit d'un partenariat entre la présidente du conseil d'administration du marché Cocovico et une institution financière chrétienne. Il faut démarrer par un montant. Tu ne peux pas prêter à quelqu'un que tu ne connais pas un montant d'une certaine valeur. Donc on commence par, comme c'est les femmes du marché, souvent elles n'ont pas de grands besoins. Elles ont besoin de 200 000, 500 000, 1 million, jusqu'à 5 millions on peut les financer. L'arrivée de cette structure financière d'épargne et de prêts bancaires permettra d'encourager les femmes pour leur autonomisation. C'est à l'initiative de Madame Lenné, une brave femme entrepreneuse qui m'a sollicité pour financer ce projet que je sens vraiment très nécessaire et pertinent. Une innovation qui va changer la vie des premiers bénéficiaires, garantir leur épanouissement, leur développement économique et social. Vraiment, je suis soulagée. Je vais dormir en paix. Parce que c'est une microfinance qui est venue nous aider, nous les femmes. Cette microfinance qui va s'appeler Kawichiva, en langue gouro, soyons ensemble, traduit bien l'esprit de solidarité et de soutien entre les femmes. On suit le président de la République, cette petite banque qui vient aujourd'hui au marché Cocovico, on pense qu'on pourra les aider à vraiment agrandir leur commerce. Rappelons que toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et du travail des femmes du marché Cocovico, une garderie d'enfants a été construite. Du côté de Tiébissou, à un peu moins de 300 km au nord d'Abidjan, l'on a célébré les meilleurs élèves à l'occasion de la journée du mérite et de l'excellence. Une première édition qui a été beaucoup appréciée, vous allez le voir. Direction Tiébissou avec Djeneba Ouattara et Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. Première édition des prix d'excellence du secteur éducatif à Tiébissou, département de la région du Bélier. Les meilleurs écoliers et élèves ayant obtenu une moyenne annuelle entre 14 et 18 récompensés pour leur abnégation au travail au cours de l'année scolaire 2023-2024. Ces apprenants sont issus des classes du CP1 au CM2 pour le primaire et de la 6e à la terminale pour le secondaire, sans oublier les élèves qui ont reçu leur examen du baccalauréat avec plus de 250 points. Les meilleurs enseignants du primaire, du secondaire et les meilleurs établissements sont aussi honorés pour leur travail bien fait. Vraiment, je suis en joie et je dis d'abord merci à Dieu, merci à ceux qui ont cru en moi. Je vais dire à mes amis aujourd'hui que le travail bien fait paye toujours. Cette cérémonie de distinction est une initiative du directeur de cabinet de l'inspecteur général d'État, cadre de Tiébissou. Pour Charles Kwasi, l'action vise à stimuler une seule émulation entre les acteurs du système éducatif. L'éducation est le moyen le plus fort, est l'âme la plus puissante pour transformer une société. Parrain de la journée d'excellence, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Koufi Kwakou. Son représentant et le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation encouragent les lauréats à ne pas dormir sur leur laurier. Il faut continuer ce type d'initiative pour être justement utile pour notre pays demain. À nos petits apprenants qui n'ont pas eu de prix, nous les encourageons, nous leur demandons de faire comme ceux qui ont été primés aujourd'hui, de les approcher pour qu'ensemble ils puissent travailler. Cette journée d'excellence est placée sous l'autorité du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de la présence de Mathieu Guassiro, préfet du département de Tiébissou. Le lancement des prix d'excellence à Tiébissou a eu lieu le 26 avril 2024. Et avec cette rentrée scolaire 2024-2025, nul doute que de nouveaux champions seront célébrés à l'occasion de la deuxième édition de cette journée et de l'excellence. Et justement, à l'occasion de la rentrée scolaire lundi dernier, notre grand reporter Eugène Atobé était à Daloa, dans le Haut-Sassandra, où, selon lui, la rentrée des classes a été vécue diversement d'un établissement à un autre. Il nous explique. À Daloa, cité des Antilopes, l'école a repris ses droits. En témoigne l'ambiance variable d'un établissement à un autre. Au lycée moderne 3, un premier jour de rentrée studieux avec les élèves des classes de 3e. Les cours ont commencé, qu'ils viennent inscrire leurs enfants rapidement pour éviter que ceux-ci soient en retard dans les programmes, ce qui peut impacter négativement leurs résultats scolaires de fin de trimestre. Si toutes les écoles ont ouvert pour marquer le caractère officiel de la rentrée des classes fixée ce 9 septembre, chacun va à son rythme. Les inscriptions se poursuivent, comme ici au lycée moderne 4 où parents et élèves
mettent à profit cette journée de lundi pour le retrait des bulletins. Ici, dans le rang, comme je n'ai pas pu récupérer mon bulletin du dernier trimestre, j'espère récupérer d'ici le soir pour plus tard demain, je puisse faire mon inscription. En ce premier jour de rentrée, les autorités éducatives sillonnent les établissements, les écoles secondaires, collèges et lycées sont visités, autant que les écoles primaires. Le directeur régional de l'éducation nationale du Haut-Sassandra vient s'imprégner de la réalité sur le terrain. C'est qu'au lendemain de la rencontre de la ministre Maria Toukouné avec les acteurs du système éducatif fixant la feuille de route pour cette année scolaire 2024-2025, Georges Yen Lehel avait réuni au CAFOB de Daloa ses collaborateurs et les chefs des différents établissements de la région pour la restitution de la rencontre avec la ministre de tutelle, les exhortant à œuvrer pour une école de qualité. Comme Madame le ministre nous a dit, de mettre fin aux pratiques de cotisation et exceptionnelles. Nous demandons surtout la responsabilité des chefs de structure, la responsabilité, l'intégrité, la conscience professionnelle. Ces recommandations seront appliquées. On va demander à tous nos collaborateurs afin d'appliquer convenablement toutes ces recommandations qui nous ont été faites. Un point de satisfaction à relever. Les enseignants sont tous présents, entre joie de retrouver les collègues et leurs élèves. Ils s'engagent avec ceux-ci dans les tâches de salubrité, de propreté, ainsi que de rangement dans leurs classes respectives. Les rapports illustratifs de l'engagement collectif pour une école performante et de qualité. Nous sommes très heureux de recevoir et les parents et les enfants. Tout le personnel est en place, comme vous pouvez le constater. Tout se passe bien. Les inscriptions se poursuivent puisque les parents, eux, sont un peu en retard. Cette année, dans le champ de Madame le ministre, nous pourrons avoir certains acquis. Nous demandons à nos camarades de rester dans cette dynamique, de garder la responsabilité, d'être présents à leur poste, de faire ce qui leur est dû. Pour cette rentrée scolaire 2024-2025, les autorités éducatives de Daloa prennent l'engagement d'œuvrer pour que l'école dans toute la région du Haut-Sassandra s'illustre de belle manière aux examens à grand tirage. Une école qui fasse de l'excellence son credo. Un reportage signé Eugène Atoubé et Pierre Loy. On part à présent à Boaké et sur place, le lycée technique a abrité la 4e édition du séminaire de formation annuel du CIPENSI Gaillard, le syndicat professionnel des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire. Une séance de renforcement des capacités pour le grand bonheur des participants. Reportage Boubacar Silla dans un commentaire de Kader Sogodogo. Le secteur de l'enseignement technique et professionnel est en perpétuelle transformation en Côte d'Ivoire, exigeant des enseignants d'être au goût du jour. Il faut également les évolutions curriculaires et la pratique syndicale. Des exigences bien comprises par le syndicat professionnel des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire, CIPENSI Gaillard, d'où la tenue de la 4e édition de son séminaire de formation à Boaké. Nous visons à renforcer les capacités de nos membres, car cela est une condition sine qua non pour les rendre attentifs aux changements qui s'opèrent dans nos sociétés et pour leur donner les moyens de s'y ajuster. Nous visons à faire acquérir à nos militants des compétences pédagogiques et également des compétences transversales qui devront par la suite réinvestir dans la vie du syndicat, mais surtout dans la vie de la société dans son ensemble. Les responsables du secteur saluent l'initiative qui s'inscrit dans la vision du ministre Nguessan Kofi, celle de revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Ces réformes visent à redynamiser ce secteur qui, de plus en plus, on se rend compte, est important. Aujourd'hui, vous savez, on est peut-être à moins de 5% de l'effectif national de la population scolaire, l'essentiel étant à l'enseignement général. Monsieur le ministre est venu avec une ambition qui est d'atteindre jusqu'à 30% des effectifs de la population scolaire globale. Le stress professionnel et le burn-out chez l'enseignant, c'est le thème de ce séminaire de formation parrainé par Maître Aboulaye Ben Meïté, député de Kani, commune et sous-préfecture.
Le festival Kookluo se tient chaque année dans le Moronou. C'est un véritable instrument de développement qui profite fort à la localité d'Andé et un pur bonheur pour les jeunes cadres qui en sont originaires. L'édition 2024 était essentiellement une sensibilisation sur les dangers de l'orpaillage clandestin. Édition 2024 que Charles Tatou a pu suivre pour nous. Érigée en sous-préfecture depuis quelques années, la localité d'Andé, département de Bongouanou, fait son petit bonhomme de chemin en matière de développement. La petite ville connaît les extensions rapides de ses quartiers. Un essor qui lui confère le statut digne d'un chef-lieu de sous-préfecture, avec de nombreuses habitations modernes qui y sortent des terres. La réalisation de ces belles bâtisses peut être, d'une manière ou autre, dû à la contribution des actions du Forum des cadres dénommé Kookluo, qui signifie en langue locale « Retour au village ». À la première année de cette édition, nous sommes venus avec des étudiants qui foulaient pour la première fois le sol de leur village. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ces étudiants-là, pour l'essentiel, sont devenus de hauts fonctionnaires et qui sont venus, qui ont construit, donc ça contribue à agrandir et à grossir le village. Ça a permis aussi à des opérateurs économiques de venir s'installer. 2024 marque les 10 ans d'existence du forum Kookluo. La 10e édition a attiré l'attention des jeunes sur les dangers de l'orpaillage illicite à travers une communication faite par le professeur Afian Kwadjo, ex-vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les méfaits qui sont énoncés, effectivement, ont trait à la dégradation de l'environnement, ont trait aux risques sanitaires que nous observons par l'utilisation du mercure ou du cyanure pour extraire l'or. Autres activités qui ont meublé le programme, les concours Aoulaba et de danse traditionnelle, la célébration de l'excellence féminin et un tournoi de football dont le trophée a été remporté par l'équipe d'Andé devant celle du village de Bouakbaoussou. Hier mercredi, le président Umaro Sissoko Embalo a annoncé à l'issue du Conseil des ministres qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat alors que la fin de son quinquennat approche. Umaro Sissoko Embalo invoque le fait que, selon lui, et après avis de sa femme Dinicia Reis Embalo, il ne servait à rien de s'engager à nouveau dans un combat politique avec des homologues qui, de son point de vue, ne sont pas d'un niveau suffisant. Le président Embalo précise qu'il ira jusqu'au bout de son actuel mandat avant la prochaine élection présidentielle de 2025, en soulignant que le futur chef d'État devra faire preuve d'une plus grande honnêteté et d'un plus grand sérieux que la classe politique actuelle. C'est la fin de ce journal. Merci de votre confiance et à bientôt sur la chaîne qui rassemble.